Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour un petit point lecture, on va être entre terre et... Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau point lecture. Heureusement que vous ne voyez pas dans quelle position je suis actuellement. Je suis au lac de Pormena qui est derrière moi, qui est absolument magnifique, pour vous tourner ce petit point lecture à contre-jour total. Donc je pense que je vais me mettre dans une autre position juste après. Je voulais vous présenter 5 lectures. On va naviguer entre mer et montagne parce que cet été j'ai quitté mes Alpes chéries pour partir en Bretagne et du coup je voulais vous faire un point lecture à thématique. On va commencer tout de suite avec la partie montagne. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de cette vidéo je vais vous présenter un petit challenge qu'une chère abonnée m'a proposé de faire jusque fin septembre et du coup j'aurai quelques lectures à faire et ça a un petit peu bouleversé mon planning de lecture tout ça, mais en tout cas je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Alors les deux premières lectures que je voulais vous présenter, donc il s'agit de 2 récits d'alpinisme en fait. Le premier c'est ce Elisabeth Révol avec Vivre. Donc ce livre-là, paru aux éditions J'ai lu, je l'ai lu il y a un moment déjà, mais je voulais absolument vous parler, ça a été vraiment une excellente lecture. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fait divers, hein, Tomasz Mackiewicz, l'alpiniste polonais, est décédé auprès de Elisabeth Révol lors de l'expédition au Nanga Parbat dans l'Himalaya, et Elisabeth Révol a heureusement échappé à la mort et elle a été sauvée par une poignée d'alpinistes, parmi lesquels l'auteur du livre suivant que je vais vous présenter, qui s'appelle en fait Adam Bielecki et qui a écrit ici sa première autobiographie qui s'appelle Le gel ne me fermera pas les yeux, que j'ai ici aux éditions Guérin. Donc je vais certainement mettre un petit peu en lumière, en parallèle, ces 2 livres-là, puisque ces 2 êtres se connaissent et leurs destins se sont effectivement croisés lors de cet événement tragique au Nanga Parbat. Elisabeth Révol, donc grande alpiniste française, vraiment réputée, une très très bonne grimpeuse, très légère, très petite, voilà, que tout le monde adore dans le monde de l'alpinisme. Elle avait un compagnon de route, donc ce qui était Tomasz Mackiewicz, un Polonais, un très très bon himalayiste également. Et à plusieurs reprises déjà, ils avaient essayé de faire l'ascension du Nanga Parbat, qui est une montagne extrêmement difficile dans l'Himalaya. C'est une des montagnes les plus meurtrières de par sa position en fait dans l'Himalaya, qui est assez proche des habitations, donc il y a énormément de personnes qui le tentent et qui périssent, et aussi de par sa difficulté, d'autant plus en hiver. Donc là on est vraiment dans l'alpinisme de très très haut vol, avec effectivement ces deux alpinistes chevronnés. Donc ils se connaissent très très bien, ce sont de très bons amis. Et en 2018, Elisabeth Révol décide, pour je crois c'était leur 3e tentative il me semble, de monter au sommet du Nanga Parbat en hiver en style alpin. Donc le style alpin c'est vraiment le style le plus léger, où en fait je sais pas si vous savez comment ça marche, mais en fait il y a plusieurs camps, on établit plusieurs camps en fait. Le camp de base où il y a on va dire la station météo, où on a les moyens de communication, où on a aussi voilà, tout ce qui est les vivres et tout. Et après, on monte plusieurs camps jusqu'au dernier, le dernier depuis lequel on part pour ensuite faire l'assaut sommital. Donc c'est dans cette partie-là justement que Tomasz Mackiewicz va périr. C'est un hommage en fait qu'Elisabeth Révol fait ici à son ami de grimpe, Tomasz Mackiewicz, qui est vraiment différent des autres alpinistes et surtout ils ont une relation voilà, très très proche. Donc comment vous dire que lorsque, arrivée au sommet, Elisabeth Révol peut enfin voir le sommet du Nanga Parbat, elle a réussi son exploit. Malheureusement, Tomasz s'approche d'elle à ce moment-là et dit Ellie, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. Et là, cette magnifique montée, profitant d'une fenêtre de beau temps qui leur permet vraiment de faire cette ascension, va se transformer en cauchemar d'une minute à l'autre, puisque Tomasz est atteint d'œdème cérébral, donc ça lui a causé une cécité, et tout un tas d'autres symptômes qui ensuite vont lui arriver. Il va être dans un état catastrophique. Et ici, c'est vraiment le combat d'une femme, d'une amie, d'une alpiniste chevronnée, un courage énorme pour aller sauver son ami à la descente. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous lisiez ce livre. Il est absolument extraordinaire. Si vous n'avez pas entendu parler de cette
de cette histoire. En tout cas, je sais que c'est une histoire qui a vraiment transformé Elisabeth, et la mission de sauvetage dont elle parle ici aussi assez longuement d'ailleurs, puisqu'il y a eu des moyens humains et financiers énormes qui ont été mis en œuvre pour essayer de la sauver. Malheureusement, à ces altitudes-là, les hélicoptères ne volent pas. Donc Elisabeth a réussi par ses propres moyens à descendre le plus possible pour essayer d'être secourue par un hélicoptère. Elle était dans un état de fatigue extrême et elle a été justement sauvée par une équipe dont faisait partie Adam Bialeski, dont je vais vous parler tout de suite après, qui est aussi une des personnes que j'admire le plus. Voilà, donc je voulais absolument vous parler de ce livre-là parce qu'il ne laisse pas indifférent. C'est extrêmement émouvant lorsqu'on voit tous les états par lesquels passe Tomáš. Comment vous dire, c'est poignant, c'est terrible. J'en avais les larmes aux yeux et je vous conseille vraiment la lecture de ce livre-là. Que vous vous intéressiez à l'alpinisme ou pas d'ailleurs, c'est instructif. Elisabeth relate vraiment les faits, elle relate ce qu'elle a ressenti. Et je sais aussi qu'elle a énormément de compassion. Elle avait du mal à regarder la femme de Tomáš Mackiewicz dans les yeux, de regarder ses enfants dans les yeux, tellement elle culpabilisait. Mais en tout cas, elle a fait vraiment l'impossible pour essayer de le sauver. Et c'est un acte de courage énorme. Et rien que pour ça, je vous conseille la lecture de ce livre-là. J'ai enchaîné avec la lecture d'Adam Bialeski, donc Le gel ne me fermera pas les yeux aux éditions Guérin. Ici, c'est une autobiographie d'un alpiniste que j'apprécie énormément et aussi qui pratique le style alpin. Il est extrêmement courageux, c'est un très bon grimpeur également et il raconte ici un petit peu la vie, tous les efforts qu'il a dû faire pour rejoindre le cercle très fermé des alpinistes et des himalayistes de très haut vol. Il grimpe aujourd'hui avec les plus grands et c'est aussi le plus jeune, je crois, à avoir réussi l'ascension du Gasherbrum en hiver. Donc voilà, je crois qu'il avait 18 ans à l'époque, donc c'est assez incroyable. Et ce garçon, en fait, voilà, il est de ma génération, il est né tout près de chez moi en Pologne, à peu près à la même période, on aurait pu être dans la même école, dans le même lycée. En tout cas, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Il raconte ici aussi le récit justement de sa vie, à travers une interview placée tout à la fin de cette autobiographie. Il raconte justement aussi son point de vue sur le sauvetage d'Elisabeth Revoll, à quel point ça a été un moment très très émouvant. Ils se sont serrés dans les bras, ils ont pleuré pendant de longues minutes. Et en tout cas, c'est quelqu'un de très courageux, quelqu'un que j'admire énormément, qui raconte ici ses plus belles ascensions, le Nanga Parbat également, le K2, le Gasherbrum. Et on passe vraiment entre réussite et abandon, qui font partie malheureusement de l'alpinisme. C'est bourré d'anecdotes pratiques, de savoir comment les alpinistes vont se vêtir, comment ils vont manger, qu'est-ce qu'ils font dans les tentes pendant les longues semaines d'attente pour pouvoir trouver une fenêtre météo afin de continuer leur ascension. C'est absolument fascinant aussi, donc si vous vous intéressez un peu à l'alpi, je vous conseille vraiment, en tout cas, la découverte de cette personne, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a tout un tas d'interviews sous-titrées en anglais qui sont disponibles sur YouTube notamment, où il raconte un peu sa vision de la vie, qui est toujours très positive. Il est très connu pour son petit bonnet aux couleurs de la Jamaïque et son énorme dreadlock. C'est quelqu'un de très très cool et que j'apprécie énormément, et je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. C'est vraiment un très très grand alpiniste et quelqu'un qui a une excellente philosophie de vie. Donc franchement, ce livre-là comme source d'inspiration aussi, c'est pas mal du tout. Et on va passer côté mer maintenant avec William Finnegan, Les jours barbares, une vie de surf. Donc c'est un surfeur, un jeune homme en fait qui a consacré toute sa vie au surf. Après des études, je crois, de littérature anglaise, il commence en fait ses parents lui achètent une petite planche de surf, vraiment premier prix, et il commence à faire du surf. Donc de là va commencer véritablement une découverte, une révélation. Le fait d'être seul face à la mer, face à l'immensité de la mer, sa dangerosité. Il parcourt le monde entier à la recherche de la vague. Chaque vague est différente, chaque endroit est différent, chaque moment de la journée est différent. C'est assez extraordinaire. À l'époque, il y a encore tout un tas d'endroits qui sont inexplorés pour les surfeurs. C'est plus tellement le cas aujourd'hui.
Et William Finnegan raconte ça avec une plume vraiment de talent. C'est pas pour rien qu'il a reçu le prix Pulitzer en 2016. C'est du très très lourd, hein. Au niveau écriture, on est vraiment sur une écriture sublime. D'ailleurs, je pense que je ne serais pas allée au bout de ce livre s'il n'y avait pas ce talent vraiment d'écriture. La manière de raconter tout le contexte social dans tous les endroits où il a été, la manière dont il était reporter de guerre aussi, puisqu'il est devenu par la suite journaliste. Et romancier également. Donc il a vraiment acquis cette jolie plume qui est extraordinaire. Donc si vous vous intéressez un peu au surf ou que vous voulez lire un peu autre chose, alors, je vous conseille vraiment la lecture de William Finnegan, mais sachez que c'est quand même assez long. Donc si vous ne vous passionnez pas du tout par les autobiographies, ne rentrez pas là-dedans. En tout cas, moi j'ai bien apprécié ma lecture. C'était un peu long, mais j'ai bien apprécié ma lecture et c'est vraiment grâce à ce talent d'écrivain de William Finnegan. Il n'hésite pas aussi à insérer des références culturelles, musicales, donc c'est assez intéressant de découvrir un petit peu le contexte de ces années-là, de ces années de cette Amérique un peu folle. Voilà, ça c'est pour le premier petit livre que je voulais vous présenter. Alors ensuite, je voulais vous parler de ce petit livre Earth Force qui m'a été gentiment offert. Je me suis donc précipitée dessus. C'est du capitaine Paul Watson. C'est le cofondateur de l'association Greenpeace et le fondateur de l'association Sea Shepherd, que je respecte énormément. Et c'est un grand homme, c'est surtout un meneur d'hommes. Et inspiré de l'art de la guerre de Sun Tzu, il décide de se lancer dans son propre petit manuel de l'éco-guerrier. C'est donc assez rapide à lire. Et vous découvrirez ici toutes les qualités que doit posséder un éco-guerrier, quelqu'un qui veut mener des combats en fait, des actions coup de poing. Donc c'est un manuel qui est vraiment inspiré de l'art de la guerre de Sun Tzu et qui m'a un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à plutôt une autobiographie, quelque chose d'inspirant. Or là, on est plutôt dans un guide, quoi. Donc j'ai pas été subjuguée par cette lecture-là, mais ça peut être intéressant, effectivement. Si vous avez adoré l'art de la guerre de Sun Tzu, vous allez certainement aimer celui-ci, d'autant plus si l'écologie fait partie de vos préoccupations. Et le dernier petit livre que je vais vous présenter, certainement le plus rigolo et contre toute attente, alors que je vous disais que c'était vraiment pas terrible au niveau de l'écriture. En réalité, c'est celui qui m'a bien captivée et je l'ai lu d'une traite. Il s'agit de Jogging Funeste à Moëlan-sur-Mer. Alors pourquoi je rigole? Parce que c'est un des romans régionaux que l'on découvre lorsque l'on traîne chez Cultura ou au supermarché dans les régions qu'on visite en été. Donc c'est assez sympathique. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que moi aussi j'étais en train de faire du jogging ici et j'ai trouvé ça assez rigolo. En plus il coûte la modique somme de 10 €. Là, c'est écrit par Philippe David. Moëlan-sur-Mer, donc je connais. Et comment vous dire, j'ai commencé à lire, j'étais un peu sceptique. Donc là, on est sur une enquête policière toute simple, avec une joggeuse qui court donc ici, là, sur les petits chemins côtiers de Moëlan-sur-Mer. Et cette jeune fille va être retrouvée morte par une promeneuse le lendemain. Donc les enquêteurs vont découvrir son corps, mais malheureusement pas d'autres indices. Et ils vont donc rechercher un petit peu dans le passé de cette jeune fille, voir si elle avait des ennemis, qu'est-ce qui aurait pu se passer. Parce que toute trace d'une autre personne est assez difficile à avoir. Donc on ne pense pas que ce soit un meurtre d'opportunité, on pense plutôt que c'est quelqu'un qui la connaissait qui s'est jeté sur elle et qui l'a assassinée en fait. Alors, ils vont commencer à voir dans son passé, qui est assez simple, hein, tout bête, et puis ils s'aperçoivent très très vite que dans sa vie professionnelle et privée, tout n'est pas très très rose. Parmi ses collègues, il y a des requins, parmi ses ex, il y a des casse-pieds, et du coup, ils vont commencer à creuser un petit peu là-dessous pour savoir qui est le coupable. Et figurez-vous que ça a été plutôt une très très bonne lecture. Alors, il y en a tout un tas de ces romans-là avec des titres, je vais vous en mettre quelques-uns là en dessous parce que les titres sont juste trop drôle. Ça se lit plutôt très bien. Par contre, les gars, franchement, arrêtez de faire autant de fautes d'orthographe dans les livres. Là, je crois que j'en ai vu au moins une dizaine. Donc les fautes, moi, ça me pique toujours les yeux, mais malgré tout, j'ai passé un super moment. Je l'ai lu, je crois, en 2 heures, 2 heures et demie. Ça fait voyager, ça fait approfondir un petit peu son voyage, sa visite d'un endroit en particulier. Et puis j'ai bien aimé finalement la façon dont c'était mené jusqu'au bout, même si j'ai absolument pas retenu le prénom de la victime, que j'ai pas retenu les prénoms des protagonistes et que je m'en foutais un peu de ce qui leur arrivait. J'ai quand même trouvé que c'était un bon page turner et puis c'était bourré d'humour aussi. Donc donc je vous le conseille quand même. En tout cas, si un jour vous traînez, vous flânez dans ces rayons-là, n'hésitez pas à prendre un de ces petits romans de la collection. Là, c'est Brise Noire, c'est Astour Édition. Voilà.
Et alors merci de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je vais vous présenter encore juste 4 livres qui vont un petit peu venir chambouler mon rythme de lecture, parce que je vais devoir en faire ma priorité. Et oui, parce que je dois les lire jusqu'à fin septembre. Et c'est une abonnée à moi qui s'appelle Gladys. Elle a aussi une chaîne qui s'appelle Toujours plus de livres, que je vous invite à aller voir. Et elle m'a demandé si ça me disait de faire un petit challenge avec elle. Et donc elle m'a proposé de lire 4 livres avec des consignes qu'elle m'a données en fait. Donc j'ai fait de même pour elle. Et donc elle a déjà posté dans une vidéo les livres qu'elle va lire jusqu'à fin septembre, les 4 livres que je lui ai imposés. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers sa petite vidéo. Et puis moi, elle m'a demandé de lire 4 livres également selon des critères définis. Pour le premier, elle m'a demandé de lire un livre avec une couverture rigide, et donc j'ai choisi un livre acheté tout récemment qui m'a coûté une blinde. C'est Le Secret de Rhonda Byrne. Alors j'ai déjà regardé un film avec Katie Holmes, je ne sais plus de quelle année il date, mais il était très très sympa. Et donc je crois savoir un petit peu de quoi traite ce secret. Je pense qu'on va être dans un livre de développement personnel avec des... J'ai enlevé le film en fait, hein, avec des conseils de, voilà, de différentes personnalités en fait qui vont s'exprimer un petit peu sur le sujet. Donc je crois qu'on est dans quelque chose de, voilà, qui touche au développement personnel. Ensuite, elle m'a demandé de lire un livre avec le dos bleu. Alors j'en avais quelques-uns, mais j'ai fait mon choix et j'ai jeté mon dévolu sur un livre qui a fait beaucoup parler de lui il n'y a pas très longtemps, mais comme la hype est un petit peu redescendue, et bien maintenant j'ai envie de le lire. Et il s'agit de Betty. Donc pour confirmation, il a effectivement le dos qui est bleu, derrière aussi d'ailleurs, la 4e de couve. Donc là on est dans une histoire familiale assez difficile. Apparemment c'est un livre qui est assez hard, mais voilà, il me tente énormément. Je ne veux pas en savoir beaucoup plus, donc je vous dirai très très prochainement ce que j'en ai pensé. Elle m'a ensuite demandé de lire une BD ou un roman graphique, donc j'ai pas de BD à la maison qui ne soit pas déjà lu en fait. Toutes mes BD sont déjà lues et relues. Par contre, j'ai un roman graphique à la maison que j'ai toujours pas touché. Il s'agit du tome 1 des Montagnes hallucinées. Là, on est donc sur du Lovecraft en version graphique. Et c'est par Gu Tanabe. Donc j'ai très très envie de le lire, surtout que les tomes suivants sont déjà parus. Alors ils sont parus assez rapidement, j'espère que c'est quand même gage de qualité. J'aimerais pas que ces histoires-là soient bâclées et j'espère que, en tout cas, le dessin est soigné. Donc j'ai pas encore vraiment feuilleté. Je vous montrerai quelques planches lorsque je vous ferai un point lecture dédié à ces 4 livres-là. Le 4e livre que Gladys m'a demandé de lire, c'est un livre avec une couverture qui évoque la mer. Et le seul livre qui me restait dans mon énorme pile à lire, qui évoque effectivement la mer, c'est ce Déchronologue de Stéphane Beauverger. Il s'avère que c'est un breton. Et effectivement là, la couverture correspond parfaitement, en tout cas dans ces éditions Folio SF, puisqu'il s'agit d'un récit de science-fiction. Mais l'œuvre originale, en grand format, est parue aux éditions La Volte, qui sont en fait les mêmes éditions pour lesquelles en fait publie un auteur que j'adore, qui est Alain Damasio. Donc j'espère que ça va me plaire. Donc apparemment on est dans un monde qui connaît des déchirures temporelles, avec un capitaine de bateau qui va lutter pour sa survie justement en pleine mer. Donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai très hâte de le découvrir. Voilà. Donc voilà pour mes 4 prochaines lectures. Donc je laisse tomber tout ce que j'avais prévu de lire avant et je vais me jeter sur ces 4 romans-là. Ils feront donc partie d'un prochain point lecture et moi je vous dis à bientôt.